Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode de Soda Science, la science qui fait pchit, splash, waouh! Ce programme vous est proposé par le réseau Les Petits Débrouillards. Alors, un Soda Science, c'est quoi? Le principe est d'inviter les écoles, mais aussi vous, à rencontrer un ou une spécialiste d'un domaine scientifique. À l'occasion de la fête de la mer et des littoraux, vous avez la possibilité de rencontrer des chercheurs, chercheuses travaillant sur les mers, les océans et leur composition. Les sous-sciences, c'est aussi manipuler grâce à une expérience en lien avec les recherches présentées. Si tu n'as pas encore fait l'expérience, rien n'est tombé à l'eau, tu peux télécharger le passeport en description et y retrouver toutes les informations nécessaires pour suivre ce saut de science. J'espère vous avoir donné l'eau à la bouche et des paillettes dans les yeux. À présent, je vous invite donc à suivre la présentation de Laurie Casalo, chercheuse en microbiologie et spécialiste des bactéries de l'océan. Elle va nous parler de bioluminescence et d'autres mystères des abysses. Alors, Laurie, bonjour et merci d'être à bord du navire Soda Science. Qui es-tu? Où travailles-tu? Et pour quel laboratoire? Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Laurie Casalo, j'ai 51 ans, j'ai une petite fille qui a 8 ans et demi, donc qui rentre en CM1, donc pas très très loin de votre tranche d'âge. Et eh bien, je travaille, donc je suis chercheur. Alors dans mon domaine, on appelle ça un chargé de recherche. Et je travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, donc l'IRD. Alors l'IRD, c'est un organisme de recherche public qui, vous en connaissez sûrement un, qui est le plus connu de tous, qui est le CNRS. L'IRD, c'est comme le CNRS, sauf que ces chercheurs sont un petit peu particuliers, puisque nous, on a plutôt tendance à aller travailler sur le terrain et à partir travailler à l'étranger pour aller travailler avec des chercheurs d'autres pays, et notamment ce qu'on appelle les pays du Sud, c'est-à-dire les pays en voie de développement et les pays émergents. Alors, je travaille à l'heure actuelle à l'Institut méditerranéen d'océanologie, le MIO, à Marseille. Et je travaille, donc, comme l'a dit Marie, sur des bactéries issues de la mer Méditerranée et qui ont la capacité à faire de la lumière. Voilà. Donc, je travaille sur ce projet, je travaille sur d'autres projets aussi, mais c'est celui-là qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et alors, comment tu en es arrivée à faire de la recherche et même plus précisément à te spécialiser, en océanographie ou en tout cas sur l'étude des bactéries, dans l'océan? Alors ça, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai pas un parcours complètement linéaire. Donc moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche. Ça a toujours été ce qui me plaisait et depuis toute petite, je voulais faire de la recherche. Et au début, je voulais faire de la recherche dans le domaine médical. Et donc j'étais partie vers des études plus médicales et bon, bah, finalement, j'ai rebifurqué ensuite et j'ai fait une école d'ingénieur en microbiologie. Donc là, j'ai appris à manipuler les bactéries et j'ai appris à connaître les bactéries et c'est devenu très rapidement ma passion. Tous ces petits organismes que l'on ne voit pas et qui font pourtant tellement de choses pour nous. Parce qu'une bactérie, ben, contrairement à l'imagination, à ce que l'on a généralement dans la tête, ben, les bactéries, c'est pas forcément méchant. Alors, il y en a, hein, on est tous d'accord, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont très, très gentils et qui font beaucoup de choses très, très bien pour nous faciliter la vie dans notre quotidien. Et donc, après, en ayant fait une école d'ingénieur, je suis partie travailler dans une grande entreprise pharmaceutique. Et alors, j'ai pas du tout aimé la grande entreprise pharmaceutique. Et donc, j'ai décidé de revenir pour vraiment, vraiment faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire de la recherche. Et donc, j'ai fait une thèse. Et j'ai fait une thèse en environnement. Donc là, je travaillais sur des bactéries du sol. Je suis partie vivre aux États-Unis pendant 2 ans, pour faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc, je continuais à travailler sur ces mêmes bactéries du sol. Je suis partie dans le Missouri, en plein centre des États-Unis. Et puis après, je suis revenue à Marseille, où j'ai eu un poste de chercheur. Et j'ai commencé à travailler sur des organismes un peu particuliers, un peu extrêmes. Alors, des organismes qui vivaient dans des températures très, très chaudes, ils vivaient à 80 degrés ou très acides, donc avec un niveau d'acidité qui ressemble à celui que vous avez dans l'estomac. Donc, vraiment des bactéries très, très, très particulières. Et puis, au gré des politiques du laboratoire, on a été obligé de s'associer avec d'autres labos. Et je me suis retrouvée associée à des gens qui travaillaient dans le domaine de la mer. Donc, je n'ai pas du tout une formation, moi, au départ. Je ne suis pas du tout océanographe.
Donc, j'ai dû apprendre beaucoup de choses, apprendre des termes, apprendre plein de choses, comme quoi on apprend toujours. Et c'est toujours intéressant d'apprendre et de travailler avec de nouvelles personnes. Et je me suis retrouvée donc, dans le domaine marin et à m'intéresser à ce phénomène extraordinaire qui est la bioluminescence en rencontrant des chercheurs qui avaient commencé à travailler là-dessus. Voilà comment je me suis retrouvée là. Et alors, du coup, tu ne travailles pas toute seule, tu travailles en équipe, c'est ça? Totalement. Donc, je travaille en équipe. Donc, être chercheur tout seul, de toute façon, ça ne se fait pas. C'est pas intéressant. Ce qui est fabuleusement intéressant dans le travail de chercheur, c'est la communication. C'est discuter, c'est parler, proposer des hypothèses, faire des discussions à n'en plus finir où chacun donne une idée et chacun rebondit sur cette idée pour réfléchir à autre chose. Et donc oui, je travaille avec une équipe. Donc, on est dans mon équipe, il y a des chercheurs, donc qui sont soit des chargés de recherche, soit des directeurs de recherche. Hein, c'est des différents niveaux, mais enfin, ça reste des chercheurs qui font la même chose. Il va y avoir des enseignants qui sont ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'ils font la moitié de leur temps à l'université à donner des cours et l'autre moitié de leur temps à faire de la recherche. Et puis, il y a des ingénieurs qui travaillent avec nous, des techniciens. Et puis, il y a des étudiants. Alors, des étudiants qui font leur thèse dans le laboratoire. Donc là, pendant 3 ans, ils travaillent dans le laboratoire avec nous sur un sujet très, très précis. Et puis, on a des stagiaires aussi. Alors, on a des stagiaires quelquefois de troisième qui viennent pour voir ce qu'est l'océanographie. Alors, ils naviguent entre différents chercheurs du labo pour voir tout ce qu'on fait en océanographie. Et Dieu sait qu'on en fait, parce qu'il y a des biologistes, il y a des physiciens, il y a des matheux, il y a des gens qui aiment le technique, c'est-à-dire manipuler, il y a des gens qui aiment réfléchir, il y a tout. On fait, il y a des chimistes. Donc, vraiment, quel que soit le domaine que l'on aime. Il y a même des artistes qui travaillent sur le domaine de l'océanographie. Donc, quel que soit le domaine que l'on aime dans la vie, quelle que soit sa passion, quelle que soit la matière dans laquelle on est bon, on peut travailler en océanographie parce qu'on y retrouve de tout. Voilà, et puis après, il y a des stagiaires qui viennent de toutes les classes et qui viennent voir ce qu'on fait et travailler un peu avec nous. Trop chouette. Ça fait une belle diversité de gens et comme dans l'océan, du coup, il y a une grande diversité et on a donc parlé de bioluminescence. Qu'est-ce que c'est que la bioluminescence? Alors, la bioluminescence, c'est une émission naturelle de lumière par un organisme vivant. Euh, Souvent, on confond la bioluminescence avec la fluorescence ou la phosphorescence. Alors, la fluorescence ou la phosphorescence, ce sont les t-shirts, c'est les petites étoiles qu'on colle sur les murs quand on est petit pour avoir une lumière, ou quand on est plus grand d'ailleurs, hein, parce que pourquoi s'arrêter au petit, pour avoir une lumière. Alors ça, c'est de la fluorescence, c'est-à-dire que ça va prendre la lumière qui vient de l'extérieur, ça va la garder, et puis ça va la réémettre à un autre moment. La bioluminescence, ce n'est pas du tout ça. C'est à l'intérieur de l'organisme. L'organisme va être capable de fabriquer sa propre lumière. C'est-à-dire que tout seul, il va synthétiser un produit chimique, il va synthétiser ce qu'on appelle une enzyme, et l'enzyme, elle va être capable d'agir sur le produit chimique, et cette action va libérer ce qu'on appelle un photon. Et le photon, c'est ce qui compose la lumière. Et donc ça va émettre de la lumière. Voilà, donc la bioluminescence, c'est une émission de lumière naturelle. Et alors, comment on peut faire, de chez nous, un peu, par exemple, l'expérience, du passeport, pour comprendre éventuellement la bioluminescence, pour refaire ce processus, chez nous? Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir manipuler un petit peu, faire un petit peu de microbiologie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être capable de faire se développer ces petites bactéries. Et ça, les bactéries, il y en a partout. Donc, on peut faire développer très facilement à la maison des bactéries qui sont issues de l'environnement autour de nous. On n'est pas obligé d'aller tout de suite vers la mer, mais on peut déjà utiliser l'environnement qui est près de nous. Alors, la bactérie, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de manger. Elle est comme nous. C'est un organisme vivant. Donc, comme tout organisme vivant, elle a besoin d'éléments qui vont composer son corps et qui vont lui donner de l'énergie pour vivre, comme nous. Et donc, la bactérie, pour lui donner à manger, il lui faut une source de carbone. C'est-à-dire, le carbone, c'est le composant principal de tout organisme vivant. Ce carbone, elle va le trouver dans du sucre. Donc, on va prendre le sucre que l'on utilise pour faire les gâteaux et on va en prendre, alors je ne sais pas, 5 grammes, je crois, je ne sais plus combien on a mis, mais on en prend une certaine quantité. Et ça va être le composant principal qui va l'aider à se développer. Après, elle a besoin d'autres choses. Donc, ces autres choses, on va les trouver dans une espèce de mixture
qui va venir en fait de la cuisson de la pomme de terre. Quand la pomme de terre va cuire, elle va dégager en cuisant plein de petits composés qui sont des éléments qui constituent la pomme de terre, et donc ça va servir de base. Donc on mélange ces deux choses. On va mettre un petit gélifiant parce que ça va être plus facile si c'est dur. Donc on va utiliser de l'agar-agar qu'on utilise en cuisine pour faire des flancs par exemple. Et on va faire chauffer tout ça, le mélanger un peu chaud et le mettre. Alors, on ne fait pas chauffer le sucre, hein, parce que si on fait chauffer le sucre, il va caraméliser. Donc, on va éviter d'avoir du caramel. La bactérie, elle n'aime pas trop. Elle a un peu de mal à l'utiliser, le caramel. Mais on va mélanger tout ça dans notre mixture et puis on va le laisser prendre. Alors, un petit peu chaud pour que l'agar soit fondu au départ. Et on va le laisser prendre dans un pot de yaourt et on va le fermer. Comme ça, comme c'est chaud, les bactéries qui sont autour de nous ne vont pas rentrer dedans parce qu'elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas le chaud. Elles vivent à une température tempérée, comme nous. Donc, si c'est trop chaud, ça ne leur plaît pas, elles ne vont pas y aller. On va le fermer et on va le laisser durcir. Et quand c'est durci, on va pouvoir prendre n'importe quoi. On va pouvoir prendre une mèche de cheveux et la déposer dessus. On va pouvoir cracher dessus, si on veut. On va pouvoir mettre son doigt. On va pouvoir mettre son téléphone. Alors, généralement, quand on fait ça, on prend le téléphone de papa ou maman et qu'on le met sur le... Après, derrière, on a trop envie de nettoyer le téléphone parce qu'il y a beaucoup de bactéries sur le téléphone. Ce n'est pas du tout propre. Et puis là, on aura les bactéries de l'environnement. Après, si on veut s'intéresser plus particulièrement à des bactéries qui font de la bioluminescence, et là, on va les trouver plutôt dans le milieu marin, on va aller prendre un poisson, alors frais, hein, bien sûr, hein, pas le poisson pané qu'on achète carré, celui-là, il ne va pas marcher, ou même surgelé d'ailleurs, il ne va pas trop aimer. Mais un bon poisson frais qu'on va chercher le poissonnier, on va prendre un petit coton-tige, on va le mouiller un petit peu avec du sérum physiologique, hein, les petites doses de sérum physiologique qui sont stériles, et on va venir gratter le dessus de son poisson ou dans les ouïes du poisson ou à l'intérieur du ventre du poisson, et on va étaler ça sur notre petite boîte qu'on a fabriquée, notre gélose. On va laisser se développer. La bactérie, pour se développer, il faut quand même une bonne nuit, donc on va la laisser à température ambiante une nuit, et le lendemain, on va regarder ce qui se passe, et normalement, on doit voir apparaître des tas sur cette gélose que l'on a fabriquée, et chaque tas correspond à un petit tas de bactéries. Alors quand il n'y en a qu'une seule, on ne le voit pas, mais quand elles sont très 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 nombreuses, là on les voit à l'œil nu. Et si on a de la chance, si on éteint la lumière, peut-être qu'on verra qu'elles font de la lumière, celles qui sont venues du poisson, peut-être qu'on en aura isolé qui font de la lumière. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, parce que moi ça m'intéresse, toutes ces bactéries qu'on peut isoler des poissons et qui font de la lumière. Donc je suis preneuse de toute bactérie qui fait de la lumière. Chouette. Et alors, du coup, c'est ce que tu fais effectivement en laboratoire. On a fait une petite vidéo où toi, tu prépares effectivement ces échantillons et on peut voir comment ça se passe en laboratoire. On vous montre ça tout de suite. Donc, à partir d'une boîte de culture en milieu solide, où on voit des petites colonies, on va pouvoir mettre ces petites colonies et ces bactéries dans un milieu liquide, donc que je vais mettre dans le tube. Donc je vais mettre 25 ml de milieu stérile. Donc là, je travaille sous une hotte. Cette hotte me permet de travailler dans une ambiance stérile et je vais transvaser mon milieu dans mon tube stérilement. Une fois que j'ai mon milieu stérile, avec ce qu'on appelle une œuse, qui est un inoculateur, qui est muni d'un petit embout qui est avec un trou. Donc ça va permettre de prendre du liquide ou de venir gratter ma colonie de façon à pouvoir inoculer. Donc là, je suis sortie de l'enceinte stérile, donc celle-là, je vais la jeter et je vais en prendre une propre. Et donc, je vais pouvoir venir gratter ici et prendre de ma colonie. Donc, toutes les colonies qui sont sur la boîte sont identiques. Donc, je suis venue gratter et je vais pouvoir maintenant déposer cela dans mon tube.
Donc, je vais en remettre encore un petit peu pour être sûr que demain, j'ai une bonne croissance de ces bactéries. Donc, ils sont là dans un milieu riche, c'est-à-dire un milieu qui va contenir tout ce dont elles ont besoin pour pouvoir se développer et grandir. Voilà, donc là on voit les bactéries qui sont déposées, on voit que c'est légèrement trouble. Et demain, après incubation, eh bien, on va avoir un milieu qui va être très trouble et où on va pouvoir, si on se met dans le noir, voir la bioluminescence, c'est-à-dire l'émission de lumière par ces bactéries. Donc on va aller mettre maintenant ces bactéries dans une chambre d'incubation. Donc, une chambre d'incubation qui se trouve dans une chambre thermostatée. Voilà. Et où on va venir incuber nos bactéries à 19 degrés sous agitation, puisqu'elles ont besoin d'oxygène pour se développer. Et donc, l'oxygène va être apporté par le fait d'agiter constamment ce tube. Voilà. Et demain, nous verrons ce que la culture a donné et on verra la lumière. Voici donc le lendemain la culture que nous avons retenue. Donc, on voit un trouble très net dans le liquide qui hier était translucide. Et ce trouble est la preuve que les bactéries se sont développées et que nous avons bien eu une croissance. Et si j'éteins la lumière, eh bien, on voit que ces bactéries sont luminescentes et émettent de la lumière naturellement. Voilà. Super. On était en immersion dans le laboratoire de Laurie. Alors, on a parlé beaucoup des bactéries, mais quels organismes dans l'océan font les bactéries, la bioluminescence? Est-ce qu'il n'y a que les bactéries qui font de la bioluminescence? Alors non, il n'y a pas que des bactéries qui font de la bioluminescence. Alors déjà, la bioluminescence, on ne la retrouve pas forcément que dans l'océan. On en retrouve un tout petit peu en dehors de l'océan. Et le plus connu, c'est la luciole, hein, que l'on connaît, qu'on a pu voir, enfin, qui est quand même plus facile à voir que la bactérie bioluminescente. Dans l'océan, on va trouver de tout. On va trouver des poissons. Alors, vous avez, si vous avez vu Nemo, c'est le fameux dessin animé de Nemo où son papa et Dory sont à la recherche de Nemo et arrivent à un moment donné, voient une espèce de petits trucs bioluminescents comme ça, une lumière qui les attire et ils viennent. Et après, il y a une espèce de poisson horrible qui apparaît et qui veut les manger. Donc voilà, ce poisson lanterne fait de la bioluminescence. On va trouver des petits calamars, on va trouver des méduses, on va trouver des requins. Il y a énormément d'organismes qui font de la bioluminescence. Alors quelquefois, ils font de la bioluminescence eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes à l'intérieur de leurs cellules qui sont capables de produire cette bioluminescence. Et quelquefois, c'est un phénomène qu'on appelle de la symbiose, c'est-à-dire que c'est une association de vie. Et en fait, l'organisme lui-même n'est pas capable de faire de la bioluminescence, mais il s'associe à des bactéries qui, elles, sont capables de faire de la bioluminescence. Donc, c'est le cas notamment du poisson lanterne avec sa petite cloche devant. En fait, à l'intérieur, il y a des bactéries. Il y a des algues aussi, les dinoflagellés, qui sont capables de faire de la lumière, de la bioluminescence. Et notamment, si ça vous est déjà arrivé de vous baigner de nuit dans l'océan, eh bien, ou de regarder ne serait-ce que l'océan de nuit, à l'endroit où se cassent les vagues, eh bien, quelquefois, la nuit, on voit cette mer qui s'éclaire, ou dans le sillage d'un bateau, on va voir cette mer qui s'éclaire, et c'est s'éclaire en bleu-vert, et c'est de la bioluminescence, et elle est liée à la présence de ces petites algues microscopiques qu'on appelle des dinoflagellés. Mais alors, ça leur sert à quoi, cette bioluminescence? À quoi ça sert? Alors, c'est une très, très bonne question. Alors, pour les organismes supérieurs, on a plus ou moins identifié à quoi pouvait servir la bioluminescence. Donc, la bioluminescence, elle va servir, par exemple, à rencontrer un partenaire pour la reproduction. C'est le cas de la luciole, par exemple. La luciole, elle va faire des flashs avec des rythmes et des fréquences et une intensité qui va lui être spécifique et qui va lui permettre de reconnaître le partenaire avec lequel elle peut s'associer pour la reproduction. Ça va servir, comme Nemo, hein, à attirer une proie.
une portion du corps va être éclairée et donc ça va permettre d'être vu dans la nuit, dans les profondeurs de l'océan et donc attirer une proie. Ça va leurrer un prédateur. Je vais éclairer une partie de mon corps qui est aux extrémités de mon corps, qui va attirer le prédateur, sauf que comme c'est l'extrémité de mon corps, ben, quand le prédateur arrive, j'ai le temps de m'enfuir et de disparaître très rapidement et donc de ne pas être mangé. Ça va servir aussi à me dissimuler. Alors, il y a plusieurs façons de se dissimuler. Il y a une façon où, si on éclaire la partie supérieure, ben, ça va bloquer en fait la lumière du haut. Mais la plus intéressante, je trouve, c'est quand ils ont tendance à éclairer leur face ventrale. Et en fait, en éclairant leur face ventrale, ça va éclairer le sol. Et donc, ça va faire disparaître en fait l'ombre portée sur le sol. Donc, ça va leur permettre de devenir invisibles comme ça, au travers de l'utilisation de cette bioluminescence. Alors ça, c'est chez les organismes un peu supérieurs. Alors, chez les bactéries, aucune idée. Les bactéries n'ont pas d'yeux, donc elles ne sont pas capables de voir la lumière, donc ça ne présente aucun intérêt pour elles. Ce que l'on pense, c'est on pense que ça a un très très grand rôle dans le recyclage du carbone, c'est-à-dire que dans le recyclage de la matière organique. Alors le carbone, c'est vraiment le composé le plus important, le cycle le plus important de la vie, et puis on vous en parle beaucoup, on vous parle beaucoup de CO2, on vous parle beaucoup de gaz à effet de serre, etc. etc. Ben, ce CO2, il rentre dans un cycle, et la bioluminescence, elle va aider aussi à fermer ce cycle en éclairant peut-être des particules qui peuvent être mangées et qui ne seraient pas visibles autrement, et qui vont être mangées par des poissons, et donc les poissons vont le recycler. Et puis pour elles, l'intérêt, ben, peut-être, c'est en étant sur ces particules. Les bactéries, elles sont dans la mer. Dans la mer, il n'y a pas beaucoup à manger. Hein. La mer n'est pas trouble. Hein. La mer, elle est transparente. Donc, c'est que si elle n'est pas trouble, c'est que la nourriture n'y est pas en grande concentration. Et donc, ces bactéries, elles ont besoin de manger. Et donc, quand elles vont trouver une particule comme ça, elles vont s'y fixer dessus et elles vont l'éclairer. Et elles vont se développer et faire de la lumière. Mais quand le poisson va le voir, il va venir manger cette particule. Et donc, la bactérie, elle va rentrer dans le tractus digestif du poisson. Et quand elle va y être, ben, elle va être super contente en fait, parce qu'elle va avoir à manger plus facilement, parce que chaque fois que le poisson va manger, ben, elle va avoir de la nourriture. Et puis surtout, elle va être un peu protégée des frimas des fonds de l'océan. C'est-à-dire que ben, au fond de l'océan, il fait froid. Et à l'intérieur du poisson, il fait un tout petit peu plus chaud. Donc la bactérie va s'y sentir un petit peu à l'aise. Donc on pense que tout ça fait que pour la bactérie, ça présente un intérêt, mais clairement, ça doit présenter un intérêt, parce que elle continue à faire de la bioluminescence tout le temps, la bactérie, tout le temps. Dès qu'elle a à manger, elle fait de la lumière. Et au niveau de l'évolution, on se rend compte que la bioluminescence, ben, c'est un phénomène qui a été très fréquent. Et quand on regarde dans la population globale des organismes que l'on trouve dans l'océan, ben, on se rend compte que quasiment 80% des organismes qui sont au fond des océans font de la lumière. Donc cette lumière, elle a vraiment, vraiment une importance pour la vie au fond des océans. Et on a parlé de beaucoup de bioluminescence bleue. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs de la bioluminescence? Alors la bioluminescence, elle est dans le bleu-vert. C'est une lumière froide, c'est-à-dire c'est une lumière qui n'émet pas de chaleur quand on la touche, contrairement aux infrarouges ou à la lumière naturelle. Donc c'est une lumière froide et qui est dans le bleu-vert. Voilà, tous les organismes émettent à peu près dans cette gamme-là de couleurs. Et donc là, on parlait beaucoup des poissons éventuellement dans l'océan. Est-ce que des poissons d'eau douce font de la bioluminescence? Alors, non, pas à ma connaissance. Je ne crois pas qu'il y ait des poissons d'eau douce qui fassent de la lumière, mais je n'en mettrai pas ma main coupée non plus. Donc, vous voyez, j'ai encore des choses à apprendre, toujours des choses à apprendre. Et peut-on imaginer des super villes du futur où on pourrait se servir de cette bioluminescence dans la vie de tous les jours, peut-être? Alors, c'est super intéressant et forcément, cette lumière, elle a plein de qualités et elle est très intéressante. C'est une lumière qui est une lumière vivante, donc c'est une lumière cultivable. On peut l'entretenir, on peut la maintenir longtemps. Donc, on pourrait imaginer utiliser cette lumière pour éclairer. Alors, pour éclairer une ville complète, non, parce que la lumière n'éclaire pas, la bioluminescence n'est pas assez forte
pour remplacer la lumière que l'on utilise dans notre quotidien. Mais en revanche, et puis il faut être vraiment dans le noir. Mais en revanche, quand on est dans le noir et que cette lumière et qu'on l'utilise, on se rend compte en fait que nos yeux s'habituent à cette lumière qui est quand même assez faible. Et au final, on y voit super bien. Et donc on peut imaginer, oui, peut-être un bioluminaire, peut-être des petits gadgets qui permettraient une petite veilleuse, une petite lampe, des systèmes de signalisation. On peut imaginer des choses. Éclairer une ville complète, peut-être pas. Ou en tout cas, pas tout de suite. Et, du coup, la photo mystère, on a vu tout à l'heure les boîtes de pétri, les petites boîtes. La photo mystère, c'est quoi? Bah alors, la photo mystère, donc c'est celle que j'ai postée. Ben, vous avez peut-être reconnu à quoi ça correspondait. Hein, ça ressemble, voilà, cette petite photo mystère. Hein, c'est une petite licorne. Hein, donc voilà. Donc c'est une petite licorne que l'on a réalisée en pochoir. Donc le rond que vous voyez autour, c'est le rond d'une boîte de pétri, donc qui est un contenant qui nous permet de faire des cultures de bactéries sur des substrats qui sont solides, comme ce que je vous propose de faire dans le passeport. Et on a fait un pochoir, on a découpé un pochoir, donc on a fait un pochoir en inverse, c'est-à-dire que on a le dessin, on a colorié l'intérieur du pochoir et tout le reste autour est noir. Et on a colorié ça avec notre bactérie, c'est-à-dire en envoyant de la bactérie sur la licorne et en la laissant se développer sur la nuit. Et donc après, on arrive à faire ce qu'on veut. Donc en fait, c'est une culture de bactéries bioluminescentes dans une boîte de pétri avec un pochoir licorne. Un peu stylisé. Donc on peut imaginer plein de choses avec la bioluminescence et faire des projets effectivement peut-être artistiques. C'est très très vaste comme domaine, c'est ça? Totalement. On peut l'utiliser pour tout. Là, il y a des travaux même qui sont employés dans le domaine de la santé, parce que c'est une lumière qui est très calmante, qui est douce, qui est relaxante. Et donc, il y a des tests qui sont faits pour utiliser cette bioluminescence pour des applications avec des enfants autistes, pour les calmer. Et puis après, oui, ça a été utilisé, cette bioluminescence, il y a 2 ans, hein, puisque l'année dernière, ça n'a pas eu lieu, mais il y a 2 ans au Festival d'Avignon, ça a été utilisé comme décor dans une pièce de théâtre. Voilà, on peut tout imaginer avec, tout imaginer. C'est une lumière qui est fascinante, moi qui me fascine. Et bah, trop chouette. Merci Laurie d'avoir éclairé nos lanternes sur ce sujet de la bioluminescence. Et avant de mettre les voiles, nous vous remercions tous pour votre participation. Et on espère vous retrouver sur l'ensemble des actions proposées par les Petits Débrouillards. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver sur le site lespetitsdébrouillards au pluriel.org. Merci à tous et toutes.